Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour de la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pudding de sa mère, les romans de Jean Giono remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs des sens. Sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle formule, j'ai décidé de me mettre à la table de ces créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune, afin de vous livrer les plus belles recettes de ces artistes épicuriens. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Bonjour. C'est une femme qui va nous servir de guide cette fois-ci, une femme de lettres dont l'esprit vif, brillant, impertinent, libre et surtout drôle a traversé les siècles grâce à sa correspondance. Vous l'avez deviné, on va évoquer la mémoire de la marquise de Sévigné. On a retrouvé plus de 1000 lettres qu'elle aurait adressées en grande partie à sa fille chérie, Madame de Grignan. Et nous y voilà, au pied du château de Grignan, où la marquise séjourna près de 4 ans, où elle est d'ailleurs enterrée dans la collégiale adjacente. La cuisine, mais surtout l'art de vivre au temps de Madame de Sévigné, les saveurs et les traditions de la Drôme provençale, comme on l'appelle. Voilà le menu de l'émission. Quelque chose me dit que ça vaut le coup de rester. Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes. Voici les délicieux adages que Madame de Sévigné aimait à écrire à sa fille, Françoise Marguerite. Parisienne de naissance, Marie de Rabutin-Chantal grandit et vit dans le quartier du Marais, entre la place des Vosges, la rue des Francs-Bourgeois et plus tard l'hôtel Carnavalet. Elle devient la fameuse marquise que nous connaissons en 1644, en se mariant à 18 ans au marquis Henri de Sévigné. Femme éduquée, polyglotte, à l'esprit vif, elle fera partie des personnalités incontournables du grand siècle de Louis XIV. L'épistolière relate dans les moindres détails les fastueux repas à la cour de Versailles où elle a ses habitudes. Elle décrit toutes les créations et nouveautés gastronomiques de l'époque, telles la pâte feuilletée, le roux ou encore le chocolat. Madame de Sévigné est même témoin de la mort tragique de Vatel, le célèbre maître d'hôtel du prince de Condé, qui se suicida au beau milieu des fêtes offertes à Louis XIV, le poisson n'ayant pas été livré à temps. Quand elle se rend à Grignan, la marquise s'extasie des produits provençaux et note « Les figues blanches et sucrées, les muscats comme des grains d'ambre que l'on peut croquer, mon cher cousin qu'elle vit ». Car elle préfère la fraîcheur des produits bruts, la légèreté et la belle présentation des mets à leur quantité. Précieuse parmi les précieuses, la marquise aura su d'une seule plume allier nourriture spirituelle et nourriture terrestre. Première étape de notre itinéraire à la découverte du goût de Madame de Sévigné, on prend la direction de Tulette, un petit village situé à 20 km de Grignan, pour rencontrer Marlène. Marlène va nous proposer une tourte aux œufs qu'affectionnait particulièrement la marquise, forcément. Wouhou! Un arbre frit de ses feuilles dans le grand vent d'automne. Et
ciel trop lourd en deuil, les allées du jardin. Dans le soir gris de septembre, triste la pluie résonne. Sur le toit de notre chambre, en berçant notre destin. Bonjour Julie, Bonjour Marlène. bienvenue chez moi. Merci. Merci beaucoup. Quelle jolie maison. Ah oui, regarde. Alors, aujourd'hui, on cuisine quoi? Alors, Dites-moi tout. aujourd'hui, on va faire une tourte aux œufs. Oui. C'est une recette de la marquise. Ouais. Donc, on va être sur une pâte feuilletée. Ah oui, la pâte feuilletée que l'on découvre à peine au XVIIe Ça, siècle en ce France. sont les débuts, voilà. C'est les débuts de la pâte feuilletée. Donc, on va faire une pâte. Et après, on va la garnir avec des jaunes d'œufs durs. Et après, on va rajouter des petites écorces de citron, des petits raisins de Corinthe. Ah, mais c'est plutôt sucré, C'est alors. sucré. Ah oui, on est sur un Œufs dessert. durs et sucre. Tiens, c'est Oui. original, ça. Oui, oui, oui. Bon, alors toi, tu fais carrément la pâte feuilletée. Hein. Tu ne l'achètes pas, tu la fais maison. Non, jamais. Non, non, moi je suis fille de pâtissier. Mon père Ah bah oui, était d'accord. pâtissier, donc forcément, Ah bah non, mais là, il ce m'a serait tout une montré, insulte. tout appris. On fait tout maison ici. Donc Eh on va ben. attaquer par la détrempe. On commence par la détrempe avec la farine. Tu as choisi une farine quoi, type 55, voilà. Bon, très bien, assez standard. J'ai préparé mon petit beurre juste avant que tu arrives. Je l'ai Froid coupé. coupé en dés. Voilà. D'accord. Quelles sont les quantités? Alors là, on a mis 750 de farine, 50 de beurre. Et hop, on a le sel aussi. Et combien de grammes de sel? 15. 15 Non, grammes. mais 15. D'accord. Et alors, cette recette, on est donc à peu près certain du fait que la marquise l'appréciait. Ah oui, celle-là, oui. On en a retrouvé la trace oui, dans dans ses ses lettres, on en a retrouvé la trace. C'est étonnant, d'ailleurs, Ouais. j'avais jamais entendu ce mélange C'est vrai, de, hein, ce d'œufs mélange durs, d'œufs, ah bah oui. Moi aussi, mais- la première fois que j'ai vu, ça m'a titillé. J'ai dit, il faut quand même essayer. Marlène amalgame tous les ingrédients au crochet avec 460 g d'eau pour obtenir une pâte homogène qu'elle sort rapidement. Voilà, on cherche pas à pétrir, hein, c'est pas un pain, Non, justement, non, au non. contraire. Hop, Donc, à partir de là, on a créé notre détrempe. voilà. La pâte doit reposer quelques minutes. Nous allons donc faire cuire nos œufs, l'autre ingrédient principal du dessert. Tu en fais combien? 2, 3, On part sur 24 Quatre. quand même. Hein. 24 œufs? Alors, on va les faire tous durs, c'est ça? Oui. Donc, on compte quoi? 10 minutes? 8 minutes Très pour bien. avoir des œufs durs, légèrement. Ah, tiens, durs. voilà ton papa, Tiens, je vais voilà lui papé ouvrir. qui arrive. Je peux entrer. Bonjour, Ah, cher bonjour, monsieur. bonjour Julie. Ben, Bienvenue chez vous. charmé de faire votre connaissance, N'est-ce c'est pas? magnifique. Ah ben, Je moi savais que vous aussi. étiez là, alors Bah, je me suis dit, vous je êtes ne invité. pouvais pas m'empêcher de passer vous voir quand Eh même. ben, alors. d'autant plus que je crois que vous êtes expert en matière quoi de pâtisserie et de pâtes Ah, en tout ben, genre. écoutez, ça a été mon métier toute ma vie, hein, mon métier et surtout ma passion. Alors Marc, on a fait une détrempe, ça vous va jusque-là? La détrempe, c'est le mot qui convient exactement pour faire un superbe feuilletage. Et l'aspect convient aussi? L'aspect convient aussi. Moi, j'aime quand il soit pétri un petit peu plus, parce que comme toutes les pâtes, ça mérite d'être pétri, un feuilletage, contrairement à ce que beaucoup Ah pensent. oui, moi je pensais Ouais. pas justement. Elle demande beaucoup de repos après, mais bah, on c'est a, ça. on a un résultat encore supérieur. Ah, ça c'est un bon truc à savoir. Elle peut tourner bien 8 à 10 minutes sans aucun problème. D'accord. Eh bien, je me le Parce- tiens pour dit. Nous comptons bien sur notre expert pour nous aider dans les étapes suivantes, car tout est dans le tour de main. On va allonger un petit peu la pâte, on va la fariner d'abord. Hein. D'accord. Il faut Elle est toujours- belle là, non? Oui, oui, elle est jolie, là, ça va. Oui, on va bien la caresser, là, elle est magnifique. On va l'étaler un petit peu, on peut le faire avec le rouleau, on peut le faire. Ouais. Marc aplatit 2 plaquettes de beurre sur environ 20 cm sur 10, les superpose et les place au centre de la pâte. Vous mettez de travers, Voilà, je mets de travers, ce qui va nous permettre de le plier de rabattre et d'accord. de chaque côté. Alors, il est Comme vrai une que- enveloppe, quoi. Exactement pareil. Il faut se méfier que le dessus ait à peu près la même épaisseur que le dessous. hein. Il faut maintenant étaler énergiquement la pâte et le beurre inséré. Marc me laisse à la manœuvre. N'hésitez pas, voilà. Alors c'est important évidemment de bien enfermer le beurre pour pas qu'il sorte, c'est Il ça faut hein? absolument pas qu'il sorte. C'est pour D'accord, ça qu'il si oui. on a un beurre trop souple, trop chaud, alors là, Bah ça va absolument partir de partout. Alors maintenant, on peut le tourer, l'allonger avec le On rouleau. peut l'allonger. Voilà, on peut l'allonger Alors avec je, le rouleau. je l'étale. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Ne pas hésiter à faire revenir un petit peu les bords. Et là, on va se bête. permettre de commencer le tourage. On va lui donner un premier tour. D'accord. On va faire un tour, on le plie en 3. Je renouvelle l'opération, toujours sous l'œil avisé et bienveillant de Marc, en la tournant d'un quart de tour. Il faudra réserver la pâte au frais, un quart d'heure entre chaque tour.
Le feuilletage, c'est très facile à faire, mais c'est beaucoup plus difficile à réussir. Comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses. De mon côté, je retire les œufs cuits pour m'occuper maintenant de la garniture. Alors ça, c'est une citation de Madame de Sévigné. C'est une citation de Madame de Sévigné, Je regarde. commence à engraisser, Ouais. je mange du fruit, je dîne et je soupe. Elle était très vigilante quant à son alimentation, hein. Elle ne séparait jours, pas ouais. santé et gourmandise. C'est ça, il y avait les jours où on mangeait, les jours... voilà, Après, il y avait où le on calendrier faisait- religieux. oui, oui. Il y avait les jours Oui, maigres aussi, et oui. les jours gras, effectivement. Je fais quelques croisillons qu'on va pouvoir mettre dessus. Dès que les œufs sont prêts, ben après on va commencer le montage Il de faut la en faire couche. quoi des œufs? Il faut les trancher, les émincer? On va récupérer en fait que le jaune. Ah, d'accord. Marlène saupoudre sa pâte feuilletée d'un peu de sucre pour la caraméliser à la cuisson et nous déposons avec Marc tous les jaunes d'œufs coupés en deux. Hop, on va maintenant Voilà. dans les petits trous. Alors maintenant, Tiens, on met on va les écorces mettre- de citron. Voilà, on va en mettre un peu dessus, entre, voilà, faut en mettre aussi. D'accord. On n'est pas à l'abri que ce soit joli en plus. Oh, il n'y a pas de raison que ce soit pas joli. Nous complétons cette étonnante garniture de raisins gonflés et parfumés à l'eau de rose, de pignons et d'amandes effilées. C'est amusant de voir à quel point cette cuisine, qui est quand même très ancienne, est revenue à la mode, parce que ce sont des ingrédients qui sont très appréciés aujourd'hui. Oui. hein. Enfin, je saupoudre la tarte d'un mélange de cannelle et de clous de girofle. Il n'y aura plus qu'à déposer nos croisillons de pâte pour la touche finale. Un dans un sens, un dans l'autre sens. Et si on ne se trompe pas, on aura un joli croisillon. Je te laisse continuer. On est bien. On est C'est bien. joli, hein? Très joli. Nous réservons le dessert quelques minutes au frais avant de l'enfourner une demi-heure à 200 degrés. Pour la tourte aux œufs de la marquise, de Marlène et de Marc, vous devez vous procurer 300 g de pâte feuilletée, si possible maison, 24 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 150 g d'écorce de citron confit, 60 g de raisin de Corinthe, 60 g de pignons, 2 cuillerées à soupe d'amandes effilées, 1 cuillerée à soupe d'eau de rose, une petite cuillère à café de cannelle et un clou de girofle. Julie, on sort la Alors toast. oui, j'ai hâte de voir. Allez, Oh, oh, quelle est regarde. belle. Alors qu'en pense le spécialiste? Regarde, papa. Il y a longtemps que je n'avais pas vu une aussi jolie. Ah ouais, je suis d'accord, c'est justifié, bravo. Et petite astuce de pâtissier, Marlène vaporise la tourte d'eau de rose. Voilà, À la on sortie fait à du chaud four, et- comme ça s'évapore. On va la manger où alors? Bah, ça serait peut-être bien d'aller la manger au château. Ah ouais, c'est une bonne idée. Un petit goûter façon marquise de Sévigné, c'est chic. Ah ouais, avec joie. Je vous fais un Au bisou. revoir. Merci infiniment. Nous laissons Marc à ses occupations et j'embarque Marlène et sa précieuse tourte dans ma Micheline pour une virée jusqu'au château de Grignan, dont la marquise disait à sa fille « C'est une république, c'est un monde votre château », tant il était fastueux. Regarde cette belle façade, Julie. C'est superbe, Ouais. cette pierre blonde, lumineuse. Voilà Guillaume qui arrive. Bonjour Guillaume. Bonjour Julie. Merci Bienvenue de au nous château. accueillir. Donc c'est vous le châtelain alors? C'est moi le châtelain, enfin d'une certaine façon. Bonjour Marlène. Je me suis laissé dire que le château était rentré dans le domaine public depuis quelques années déjà. Depuis 1979, ce château est public et il est un des plus beaux châteaux de la région et de la Drôme, ça c'est sûr. Il fait Évidemment, partie du château château. Renaissance quand même, plutôt dans son style. Oui, Renaissance, complètement Renaissance. Il a connu vraiment son heure de gloire à partir du XVIe siècle. hein. Et puis surtout, il est très connu du fait des séjours d'une personnalité. Ah bon? Mais oui, la marquise de Sévigné. Les séjours de la marquise de Sévigné qui venait rendre visite à sa fille, Madame de Grignan, puisqu'elle avait épousé alors qu'est-ce Le qu'on peut comte dire de Grignan. Le comte de Grignan, c'est Voilà, ça? en 1669, c'est le représentant du roi. Et donc sa femme, Françoise Marguerite, s'installe ici à Grignan et elle va modifier complètement la structure et le décor du château. On le visite? On le visite avec plaisir. Ça, c'était le château?
Ah oui, alors ça c'était le château, ça peut un peu paraître étonnant, mais il faut savoir que le château, au moment de la Révolution et au 19e siècle, il va être démantelé. Donc c'est une ruine. C'est une femme, Marie Fontaine, originaire de Saint-Omer, riche héritière. Qui n'a rien à voir avec la région ni avec le château. Rien, absolument rien. On lui conseille de visiter les ruines et elle tombe amoureuse, elle décide de l'acheter et elle reconstruit à l'identique le château à partir des années 1913. C'est la bienfaitrice du château. Ah oui, c'est grâce à elle en fait qu'on peut le visiter aujourd'hui. Ma fille et monsieur de Grignan qui me reçurent si bien et m'amenèrent dans un pays si différent que je crus être dans un château enchanté. C'est avec ces mots que la marquise raconte à l'une de ses amies son séjour au château. Alors là, nous sommes dans la chambre de la marquise. Ah oui, là on est dans ses appartements, dans sa chambre. C'est son portrait. Voilà, exactement. Là ici on a son portrait. Il faut savoir que l'appartement de la marquise de Sévigné était aménagé par sa fille. Par Madame de Grignan. Par Madame de Grignan. Et l'appartement il est composé d'une antichambre, d'une chambre et d'un cabinet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la chambre, c'est un lieu de réception. C'est pas le lieu où on dort Bien uniquement. sûr. La chambre n'a pas du tout le rôle social qu'elle a aujourd'hui. Pas du tout. C'est un lieu plutôt privé. À l'époque, c'était un lieu presque public. Et d'ailleurs, on pouvait y prendre les repas. Il n'y avait pas de salle à manger. Ah non, il n'y avait pas de salle à manger. On peut partager les repas avec une petite société, des amis intimes, donc pour 3-4 personnes. On peut faire le medianoche aussi, éventuellement. Alors ça, c'est intéressant parce qu'elle le pratiquait, je crois, avec plaisir. Et ça s'est un peu perdu. Qu'est-ce que c'est que le medianoche? Alors, le medianoche, c'est un repas qu'on prend à la minuit, medianoche. Et c'est un repas qui est essentiellement composé de viande, beaucoup de viande. D'accord. Et qui est pris après les jours maigres. Eh bien, c'est ça. Quand on sort d'un jour maigre, à minuit, On a le mange droit de- puisqu'on rentre dans un jour gras. Exactement. Parce que c'est vrai que le calendrier religieux régissait l'alimentation des uns et des autres. Tout à fait. Donc, Et on les trouve jours des maigres étaient petites- nombreux. Ouais. Exactement. C'est la rupture du jeûne aujourd'hui. Madame de Sévigné, par rapport au repas, on sent que c'est quelqu'un qui est gourmet. Elle va aller vers ces saveurs plus précises, moins cachées par des sauces, par des verjus, par des épices, par du sucre. Et donc, elle fait partie de ceux qui ont vraiment contribué à moderniser la cuisine. Oui, tout à fait. Elle est en cela assez représentative en fait du goût du XVIIe siècle, de la première nouvelle cuisine, avec les légumes, les fruits frais qui apparaissent. On a la mode du petit pois, Du des petit asperges, pois, de l'artichaut. de l'artichaut, bien sûr. J'ai arboré mon artichaut. Exactement. Voilà, là, c'est tout à fait. Ça me donne très envie d'organiser mon repas, mon banquet, comme on dit, ici. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Mais bien entendu, À la avec fin de mon plaisir. voyage, c'est mais vrai avec plaisir, bien sûr. On sera dans un lieu bien particulier. Je vous propose la galerie. Mais avant, on pourrait aller voir les terrasses. Un lieu particulièrement aimé par la marquise. Et un lieu où Marlène a eu le privilège d'installer pour l'occasion une belle table de dégustation. Quelle vue, comment disait la marquise, triomphante. Triomphante sur tout le territoire. C'est je comprends mieux. unique. Là, on comprend qu'elle était fascinée aussi de venir ici à Grignan sur cette terrasse. Oh là là, magnifique. Ça y est, je suis en train de couper la table. Magnifique. Peut-être l'a-t-on dégusté sur cette terrasse d'ailleurs. Qui sait? Cette terrasse, elle est quand même unique en France. On a des exemples un peu du même type à Chambord. Oui. Il faut savoir qu'ici, on est sur le toit de Dieu. Sur le toit de Dieu, mais Oui, encore. Mais encore, parce qu'en fait, Regarde, juste en regarde dessous... un peu ce qui se passe en dessous du coup. Bah oui, Oh il là faut là, que- c'est superbe, ça. Magnifique, ce dallage. Exactement. Et alors, à quoi correspond-il? Eh ben, nous sommes sur la toiture d'une collégiale. Ah, c'est la collégiale où est enterrée la marquise. Exactement. D'accord. Et la balustrade, elle reprend la forme Ah de oui, la on voit collégiale. l'arrondi de la collégiale. L'arrondi, d'accord, là-dessus. etc. Eh ben alors, on goûte cette Allez. fameuse tourte. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Servi, Guillaume. Je suis assez émue par l'idée que la marquise ait pu la goûter en son temps. Mmh. En tout cas, l'eau de rose est là, la cannelle aussi. C'est très bon. Je crois qu'à l'aveugle, on n'aurait jamais deviné le jaune d'œuf. Hein. Ouais. Non, c'est très très bon, très fin. Et alors, ces fruits confits, d'où viennent-ils? De Carpentras, Oui, c'est une des capitales du fruit confit. c'est ça. Et Nous en puis- mangé beaucoup d'ailleurs. Oui, ça faisait c'était- partie du 3e service en règle générale sur la table. Et le dernier service s'appelle le service des fruits. Et les fruits qui sont amenés sur table sont aussi bien des fruits frais, Frais.
mais aussi compote, Compote, confit, confiture, confiture. etc. Pâte de fruits. Surtout qu'on est quand même ici dans un pays de fruits. Hein. Ah là, on est dans le pays du fruit, oui. Oui, on le voit quand on se promène. Et c'est la marquise vraiment- de Sévigné, on parle souvent. Oui. Elle parle souvent des figues. par Et des exemple. melons. Et des melons. Et le raisin, le muscat. Elle cite le muscat de Grignan. Là, c'est le circuit extra court. Oui, C'est qu'on allait cueillir le matin le raisin pour le... pour le consommer Voilà, dans et la il journée. était parfait. Hmm. À présent, je vous propose de découvrir le très joli marché de Richeranche, marché alimentaire, mais auquel vient s'adjoindre un célèbre marché aux truffes. France va profiter des deux. Elle va faire les courses pour nous réaliser sa recette de gâteau de foie, aux truffes en l'occurrence. Il faut savoir que la truffe, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas plus présente en Périgord que dans le sud-est de la France, bien au contraire. Je crois que 80% de la production vient du sud-est et 60% de la Drôme. Alors c'est pour ça que les amateurs de très bonnes truffes se retrouvent à Richeranche, entre autres. Ancienne guide du château de Grignan, archéologue culinaire et oléicultrice, France Barthélemy Bartelier connaît tous les goûts de la marquise de Sévigné. Le marché de Richeranche, où elle a ses habitudes, est l'endroit idéal pour trouver les ingrédients drômois par excellence dont elle a besoin. Du jus de tomate, bonjour monsieur. Dites-moi, j'ai bien envie de vous acheter cette bouteille. Je vais préparer 2 gâteaux de foie de volaille. Et la tomate entre justement dans la phase finale. Ce jus est intéressant parce que je pourrais le faire réduire. Oui, vous pouvez l'utiliser dans la cuisine, D'accord. faire une sauce tomate. Vous pouvez le faire en réduire et l'assaisonner comme vous voulez. Je peux vous faire déguster. Ah, si je vous veux voulez. bien. Oui. Vous êtes producteur donc de tomates À Mondragon, à dans le Mondragon. Vaucluse. Ah, On les cultive et après, on fait aussi du jus avec nos tomates. bien. Merci beaucoup. C'est bon. Mais écoutez, je crois que je vais vous prendre cette bouteille. Hein. C'est la dernière. Voilà, et oui, aujourd'hui, c'est la dernière. Donc ça, c'est un produit qui a du succès apparemment. Ah, la truffe des Alpes. Ouh. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Dites-moi, j'aurais besoin d'une truffe pour recouvrir mon gâteau de foie de volaille. Je en voudrais une entre 15 et 20 grammes à peu près. Alors, Celle-ci, oui. celle-ci, oui. Je peux la sentir un Allez-y, petit peu allez-y. quand même parce que... Alors l'idéal, c'est dans le creux de la main, ça la fait chauffer un peu. Et on... Donc, gardez la main fermée. Mais elle le sent déjà comme cela, elle est parfaite. Alors chez moi, sous dans la Drôme, nous n'en avons plus depuis 15 jours. Ah. C'est fini, on a Ok. fait trop sec. Par Ouais. contre, j'ai des truffières dans les Alpes, au sud de Gap. Ah. Et là, on est en altitude et on est sur les dernières truffes. Voilà, nous avons 23 grammes, madame. Ah ben c'est parfait. 18,40 €. Bon, ça ira. Ça va bien pour mon budget. Merci. On va se régaler, je crois. J'en doute pas. Merci infiniment. Merci, au revoir. Bonne continuation. Merci. Au revoir. France achète enfin 2 belles têtes d'ail, quelques étals plus loin, et quitte ce marché renommé pour la truffe noire, la Tuber melanosporum, encore dite rabasse dans la région, et qui enivre d'ailleurs les rues de Richeranche de son parfum. Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Bonjour Bonjour Jolie, mon Dieu. Quelle agréable surprise. Je suis dans les courants d'air. Bonjour. Merci de vous arrêter par chez nous. Mais écoutez, cette région est si jolie, je m'y arrête bien volontiers. Alors, il faut que vous me racontiez un peu votre parcours parce que c'est surprenant. Au départ, vous êtes archéologue. Archéologue médiéviste, oui. C'est une passion et il se trouve qu'en rencontrant mon mari, nous avons essayé de reconquérir ce territoire ici, puisque nous avons planté 2000 oliviers aujourd'hui. Là, Alors, voilà, qu'est-ce cette que vous- huile d'olive. Elle va nous Forcément. permettre de démarrer notre recette. On commence par quoi? Alors, c'est le gâteau de foie de Madame de Grignan. C'est ainsi que je l'ai Ça, c'est la revu. fille de Madame de Sévigné, bien sûr. C'est Madame de Grignan, la fille de Madame de Sévigné, évidemment, qui a épousé le comte de Grignan, une immense famille provençale. Et il avait une table, mon Dieu, remarquable.
Alors, on va sortir les foies du frigo. Moi, j'ai pelé les 2 gousses d'ail. Le foie le plus clair, c'est celui de la pintade. Oui, Et là, d'accord. c'est du Oui, foie de oui, on volaille. pourrait le faire avec des foies blonds de volaille de Bresse Voilà, pour Noël bien même. entendu. Je me lance dans la préparation des foies en les dénervant pendant que France hache 2 gousses d'ail et du persil au mixeur. J'arrive avec les foies? Voilà, oui. Maintenant, nous allons à nouveau mouliner. Notre mixture va partir en cuisson avec une belle quantité d'huile d'olive, de la maison bien sûr. Je rajoute du jus de pintade rôti. Ah bon? Vous savez que ça va y donner un peu plus de saveur. On va en remettre un peu. Et vous mettez autant d'huile d'olive que ça? Oui. Il n'y en a jamais trop ici, c'est Il ça? n'y en a jamais trop, oui. Alors, est-ce que Madame de Sévigné appréciait l'huile d'olive? On a des témoignages? Oui, dans ses lettres, il me semble qu'elle disait à sa fille, vous n'avez pas de beurre en Provence, mais vous avez de l'huile merveilleuse. Ah oui. Vous voyez, le foie et le persil doivent bien avoir bu Avoir bu l'huile d'olive. l'huile d'olive, voilà. On va mettre 2 cuillères à soupe bien rases De farine fine. de farine fine, anti-grumeaux. Tout l'enjeu est d'obtenir une pâte assez épaisse. Puis France adjoint un verre de lait. On fait bien cuire, bien cuire. D'accord, donc là, en fait, c'est un peu un principe de roux qu'on va Oui. détendre avec un liquide, comme on le faisait à l'époque d'ailleurs. C'était le Exactement. début des roux, Et c'est avec des bouillons qui permettaient de Voilà. faire des sauces plus modernes. Nous réservons et refroidissons la casserole sous un peu d'eau froide et partons clarifier 4 œufs. Je bats rapidement les 4 jaunes avec un peu de lait et les intègre à notre préparation de foie, d'ail et de persil, maintenant à bonne température. Et cette recette, vous la tenez de qui? Eh bien, de ma maman. Ah. De ma maman qui la tienne de sa mère. C'était un plat conservé dans les familles bourgeoises au départ, Ouais. nobles et bourgeoises, et puis après, avec s'est les popularisé. jeunes femmes qui travaillaient dans les cuisines de ces familles-là, après l'ont divulgué. Maintenant, on va mettre ça de côté et on va Monter les blancs? monter les blancs. Aussitôt dit, aussitôt fait, nos blancs bien montés sont délicatement mélangés à notre appareil. Un dernier petit coup de fouet électrique et le tout va partir pour une cuisson, non pas au four comme je m'y attendais, mais au bain-marie sur le feu. Et voilà. Voilà. On n'a plus qu'à les verser maintenant dans le moule beurré. Et c'est là toute la subtilité de ce gâteau de foie-là, c'est qu'il va cuire doucement, pendant 1h30, 2 heures, sans se dessécher. Sur le feu, dans une marmite. Et tout ça, tu sers avec Alors- votre trésor drômois, Alors, il y a 2 formules. la truffe noire, c'est ça? La truffe noire, on en met un peu en dessous, et puis après, voilà, pour parfaire. Et un peu au-dessus. Et un peu au-dessus, pour faire une sorte de croûte. C'est comme l'huile d'olive, il n'y en a jamais Voilà, trop. il n'y en a jamais trop. Pour le gâteau de foie de Madame de Sévigné, prenez donc une poignée de persil plat, 2 gousses d'ail, 4 œufs, 2 cuillerées à soupe de farine, un verre de lait, 7 centilitres d'huile d'olive, 2 cuillerées à soupe de jus de volaille rôti, 20 g de beurre et, selon la saison, de la truffe noire ou du coulis de tomate. Alors, tu crois qu'il est cuit là? Il a bien réduit Ça y quand est, même. il a bien réduit, on voit que les D'accord. bords se sont bien détachés, Donc c'est hein, possible. légèrement dorés. Si tu plantes ton couteau ici, crac, voilà. Voilà, il est encore moelleux, mais Il est cuit. moelleux et il est cuit. Voilà. Un vrai gâteau. Nous démoulons le gâteau de foie sans plus attendre. Regardez s'il est joli. Très bien. Il sent bon, hein? Et France de saupoudre de sel pour qu'il puisse recevoir la belle truffe noire d'hiver que je râpe et mets en lamelles dans la foulée. Julie, tu voulais Et des voilà. truffes? Tac. Ah bah là j'en ai. Mais c'est pas pour moi. C'est pour C'est demain, pour hein. les copains. Et puis juste avant de partir, j'aimerais bien aller au moulin pour récupérer des olives Ah, bien sûr. pour ma prochaine recette de lapin aux olives. Tu peux faire tes emplettes, tu vas voir, huile et olives. Et éventuellement un peu d'huile. Un peu d'huile aussi. Ça ne se refuse pas. Au moulin, situé non loin de la maison et des oliviers du domaine, France me donne un bocal d'olives de table, de la variété tanche. Ce sont les fameuses olives de Nyons, AOC depuis 1968. Et je choisis l'une de ces 5 variétés d'huile vierge extra pressée à froid sur place. Elle a En presque texture. un côté un peu Un peu gras. iodé. Iodé, oui. Je sens une petite fin de bouche de noisette. À Béatrice, on va lui proposer celle-ci qui a le fruité sec, hein, le fruité noiseté. Pour son lapin, ça Ouais. sera parfait. Très intéressant ça.
Si la marquise de Sévigné adorait l'huile d'olive, qu'elle appelait l'huile admirable, elle avait un autre péché mignon, le chocolat. Un chocolat venu d'Amérique du Sud en Europe au XVIe siècle et qui se consomme exclusivement en boisson, sucrée et épicée. Il devient le breuvage à la mode à la cour du roi Soleil, excite les passions et les controverses, en étant à la fois chargé de tous les maux comme de toutes les vertus. Madame de Sévigné sera tout aussi partagée à son sujet et écrira tantôt à sa fille « Vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez point dormi, le chocolat vous remettra ». Mais quelques mois plus tard, elle la supplie d'arrêter d'en prendre. Françoise Marguerite, elle, continuera à le boire régulièrement et à l'apprécier au château de Grignan. Mon village. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Aujourd'hui à Donzère, c'est Franck Morin, héritier d'une longue tradition familiale depuis 1884, qui perpétue la présence et l'abondance de chocolat dans le pays drômois. Du cacao qu'il transforme artisanalement, non plus en boisson, mais en savoureuses tablettes et bonbons. La famille a même son verger de noisettes, de griottes et d'amandes pour avoir les variétés les plus adaptées aux préparations. On a des amandes qui sont un peu plus amères que d'autres, qu'on va se servir plutôt pour les pâtes d'amandes. D'autres qui sont plus douces, qu'on va se servir plutôt pour le nougat. Et puis aussi, c'est un épanouissement de pouvoir passer du temps dans les vergers, cultiver ces matières premières et après les transformer en produits de confiserie et de chocolat. La transformation se passe à quelques mètres dans l'atelier familial, où le père de Franck, Jean-François, est toujours présent pour donner conseils et coups de main. La salle est remplie des parfums de fèves de cacao tout juste torréfiées. Bon, alors ça, je te préviens, c'est de l'Équateur. C'est la nouvelle récolte, je crois. Hein? Oui, c'est la nouvelle récolte. On va voir ce que ça donne. Ça va être bon. Franck et Jean-François sélectionnent eux-mêmes les essences de cacao qu'ils achètent directement aux producteurs et coopératives locales, de l'Équateur au Pérou en passant par le Vietnam. Nos choix, quand on peut travailler en direct avec le producteur, c'est d'abord qu'ils aient une culture biologique, avec des anciennes variétés. Chaque verger, chaque plantation a un goût différent. D'abord parce qu'il y a un effet terroir, bien sûr, hein, sur l'ensoleillement, l'humidité, le type de sol, et qui peuvent créer des profils aromatiques différents. Suivant après l'aspiration de chacun, sa sensibilité, ça fait que l'on produit un chocolat avec des goûts différents. D'ailleurs, quand mon père m'a appris à travailler, il avait un profil différent, d'arômes différents. Moi, je préfère les choses un peu plus acidulées, un peu plus fruitées. Au départ, quand papa m'a appris, c'était plus grillé. Là, je trouve que c'est un maximum. Hein. Il fallait oui, pas aller plus loin. C'est un peu fort. Ah, pour une fois, on partage le même avis. Avec tous leurs fruits secs à disposition et la création de leur chocolat, Franck prépare sur place de quoi réaliser ses confiseries. Comme aujourd'hui un praliné, mélange de sucre de canne, d'amandes et de noisettes. Alors ce praliné va servir pour faire les intérieurs de bonbons de chocolat, et notamment notre chocolat historique, le Petit Rocher, qui a été inventé par mon grand-père. Voilà, le bonbon de la maison. Là, on va avoir le caramel qui va commencer à apparaître. Le praliné, c'est une recette qui est assez particulière, parce que comme on travaille à des températures élevées, c'est une recette qu'on ne peut pas goûter. Donc il va falloir avoir tous les autres sens en éveil. Donc ça va être la couleur du caramel qui va se produire, l'odeur et l'ouïe. Dans l'atelier de Franck, il n'y a presque pas de stock. Toutes leurs créations se fabriquent au fur et à mesure. Un travail bien plus contraignant, mais qui garantit une qualité gustative sans pareille. Donc là, on commence à avoir une belle couleur. Vous entendez, là, on entend un petit bloop. C'est que le caramel commence à s'épaissir, en fait. On va rajouter les amandes progressivement. On va mettre les noisettes petit à petit. La préparation reposera une demi-journée avant d'être broyée, pétrie, puis étalée au rouleau. La pâte compacte de praliné obtenue, Franck va la mettre en forme à la main pour faire la garniture de ses rochers et autres œufs au chocolat. Au temps de Madame de Sévigné, déjà le chocolat était consommé dans la région, pas bien loin d'ici, à Grignan. Donc on en a quelques traces dans ses lettres. À l'époque, c'était consommé uniquement liquide. C'était beaucoup plus un produit hyper luxueux en fait. Hein. Et le chocolat solide en tablette et en bonbon, ça a commencé en début 1800 et ça s'est développé petit à petit. Elle aurait apprécié les déclinaisons que l'on en fait aujourd'hui, ça aurait été apprécié. En ce qui nous concerne, il n'y a pas de doute, on appréciera ces bonbons au chocolat qui viendront jusqu'au château de Grignan.
Nous revoilà à Grignan et vous pouvez d'ailleurs apercevoir son fier et beau château qui surplombe le village. On va à quelques centaines de mètres de là, chez Béatrice. Elle a fait de la ferme familiale une chambre et table d'hôte réputée. Et figurez-vous que la construction de sa ferme, la ferme du Cordy, serait antérieure à l'édification du château lui-même et donc du village qui s'est installé autour du château. Et c'est dans la plus vieille pièce de la maison que nous allons préparer un lapin aux olives de Nyons, aux olives de France, si vous avez suivi. Mais tous les deux près du feu, avec la pluie pour compagne, imaginons si tu veux notre château en Espagne. Laissons la vie et ses plats. Bonjour Béatrice. Bonjour Julie. Oh là là, quel endroit impressionnant. Et dites-moi, cette ferme et cette pièce en particulier, elles sont très anciennes, non? Ah oui, elle est classée monument drômois. Donc ici, vous êtes sur un des deux plus vieux bâtis de Grignan, qui date du 8e siècle et demi. Non, incroyable. Et vous y êtes depuis combien de temps? Mais moi, de j'y suis née, hein, génération? c'est une ferme familiale. Vous y êtes née? Oui, oui. Voilà. Et alors, est-ce que dans votre famille, on cuisinait beaucoup à la cheminée? Je pense qu'à l'époque de ma grand-mère, oui. Oui, c'est voilà. sûr. Et surtout, beaucoup de gibier, parce que mon grand-père chassait, et l'hiver, il mangeait que ça, en fait. Hein, Oui. le lapin des champs. Bah, c'était une nourriture de subsistance. Hein. Et voilà. Et même pour remonter jusqu'à Madame de Sévigné, bien sûr. d'ailleurs. On retrouve dans ses lettres la trace de beaucoup de repas, de gibier, et on sent qu'elle appréciait ça et que c'était vraiment Oui. la viande la plus commune. Donc, il y a plein de façons de faire le lapin, mais j'aime bien cette recette de ma grand-mère, qui est donc le lapin aux olives de Nyons. Ouais, donc on l'a fait à la cheminée, alors, dans ce Alors genre de quoi? aujourd'hui, Dans on va le cette faire à la cheminée. gamelle-là? Voilà, oui, parce qu'elle est en fonte. Du sérieux. Alors, on commence par quoi? On fait rissoler les morceaux de lapin? Voilà, donc on met de l'huile. On Ah utilise ben, on va prendre, voilà. celle de France. Allez, on y va. On y va assez généreusement, j'imagine, parce que le ouais. lapin, c'est pas très gras comme viande. Non, hein, c'est non, même non, un non. peu sec, donc il faut le nourrir. Alors, on met ça sur le feu? Je vais mettre un petit peu de braise, pas beaucoup, parce que il faut que ça mijote. Vous savez, les grand-mères, les femmes, avant, elles préparaient leur gamelle, laissaient ça mijoter tranquillement, doucement au coin du feu. Oui, toute la Et journée le soir, presque, ouais, c'est ça. voilà, le soir, c'était prêt. Nous laissons les morceaux de lapin prendre un peu de couleur et allons peler quelques pommes de terre d'accompagnement, des agathas, à chair ferme et parfaite pour les plats mijotés. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Dans quelle forme? Donc, on va les faire cuire dans la marmite. D'accord. En quoi? En dés? En gros dés. Gros dés. morceaux. Oh, alors, on voilà. va prendre des grosses. Bon, bah, je m'y colle. Pendant la corvée de patates, Béatrice me raconte cette cuisine d'un autre temps. Et alors ici, c'était quoi? Le potager, c'est ce qu'on appelait le potager, Alors ça, c'est l'ancêtre le de la potager. cuisinière. quoi. Voilà, le potager. 2 trous avec une grosse grille. Ouais. On mettait de la braise bien rouge là-dessus. C'est l'ancêtre de la cuisinière. On mettait les casseroles ou une poêle pour faire chauffer le lait, faire une omelette. Et la cendre tombait là-dedans. Voilà. Et ça, cette pile-là aussi, on dirait Alors un peu non, un évier, c'est mais... pas une pile. C'était pour entreposer le linge sale. D'accord. Bon, il faut bien savoir que quand même de Toussaint à Pâques, les femmes ne pouvaient pas laver, étant donné que l'eau était trop glacée. Donc, on ne lavait pas l'hiver. Donc, on l'entreposait là et on recouvrait de cendre. Parce que la cendre a un pouvoir blanchissant. On a du mal à se transposer hein, à cette époque. Oui, Ça paraît complètement. tellement facile aujourd'hui. D'autant plus que cette pièce à vivre, à peu près 20 personnes qui vivaient là en permanence. Tout en bavardant, la recette se poursuit en éminçant 3 gousses d'ail et en découpant des pommes de terre en gros dés. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on va mettre les pommes de terre dans Dans la grande gamelle. Voilà. Donc maintenant, on va mettre l'herbe de Provence, l'ail. Allez, chiche. Il faut en mettre, mais copieusement. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de nous rappeler qu'à cette époque, au XVIIe, on commence à abandonner un peu les épices, si populaires évidemment à la Oui. Renaissance, au profit des herbes aromatiques. Et ça, c'est D'accord. très nouveau, avec des goûts peut-être un petit peu moins soutenus qui permettent de révéler le vrai goût du produit. Un produit, en l'occurrence notre lapin,
que nous assaisonnons simplement de sel et de poivre moulu, ici évidemment à l'ancienne. Les pommes de terre, quant à elles, sont parfumées de belles feuilles de laurier séchées. Il est quand même bien. Ça commence à... Ouais, Ouais, il a ouais. bien changé de couleur là. Ouf, Ouais, ouais, moi aussi. ouais, ouais. Alors, on va mettre les olives maintenant. Oui, les olives. Ah oui. Alors là, il y a quoi, 500 grammes? On met tout, non? Mettez tout. Allez. Et c'est ces olives de nuance qui donnent ce petit goût particulier. Elles sont bonnes. Ouais. Vous en voulez une? Allez. Ah ouais, c'est irrésistible. Il ne reste plus qu'à couvrir, laisser mijoter à l'étouffée 2 heures et pour moi à noter la recette. Pour le lapin aux olives de nuance de Béatrice, munissez-vous de 2 beaux lapins découpés en morceaux, 500 g d'olives noires de nuance, 3 gousses d'ail, une grosse poignée d'herbes de Provence, 15 pommes de terre Agatha, 10 centilitres d'huile d'olive et 5 ou 6 feuilles de laurier. Après 2 heures de gourmande patience et de discussion sur Madame de Sévigné, nous pouvons retirer le lapin du feu et le dresser. Oh là là, ça sent bon. Moi, j'adore le lapin. Toutes les saveurs de la Provence dans ces De herbes. la Provence, de la garrigue. Voilà. Ouais. C'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, on a bien le goût de l'olive, de l'huile d'olive, des herbes. Et tu as raison, il fallait rien de plus. Délicieux, j'adore. Bon, merci 1000 fois. Et comme aurait dit la marquise, rendez-vous au château. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. L'heure de notre banquet approche et j'ai hâte de le célébrer au sein du magnifique château de Grignan. Il s'en faudrait de peu pour que je me prenne pour la marquise. Je n'ai pas son talent littéraire. Quoi qu'il en soit, juste avant de nous mettre à table, je vous propose de faire un petit détour par l'atelier de typographie de Johan, qui est installé dans le village de Grignan et qui évidemment évoque l'art de l'écriture de Madame de Sévigné. Johan continue de travailler dans la pure tradition, presque comme le faisait Gutenberg en son temps. Au pied du château de Grignan, l'ancienne maison du bailli, édifice du XVe siècle, accueille la maison de l'imprimeur, une institution dans le village où l'amour des lettres se niche partout. L'atelier sauvegarde et valorise l'héritage des typographes imprimeurs. Johan, amoureux des livres et bourré de caractère, fait tourner les machines depuis 2011. C'est lui qui choisit la police, le corps et la mise en page de tout ce qu'il imprime. Alors là, je suis en train de composer le menu pour Julie. Donc on compose en typographie, on met les caractères les uns après les autres, et après sur la machine, on va aller les fondre pour pouvoir les imprimer après. Direction la fondeuse pour mouler la ligne de plomb. Le métal est chauffé à environ 280 degrés et c'est lui, en devenant solide, qui va créer les caractères typographiques. Voilà, j'ai fini ma ligne, donc les carnets de Julie. Écrit à l'envers bien évidemment, car il y a un effet miroir à l'impression. Alors cette méthode, la typographie, elle date du XIVe siècle en Corée, mais en Europe, c'est Gutenberg qui l'amène au milieu du XVe siècle. Les machines se sont modernisées, elles se sont automatisées, mais ce que je suis en train de faire là, on le faisait déjà au XVe siècle. Une fois les caractères fondus, Johan réalise la mise en page de notre menu. Là, je suis en train de réaliser le châssis. Donc c'est la forme de la page qu'on va construire physiquement à l'intérieur de ce cadre-là. Une technique en voie de disparition que Johan a dû apprendre sur place grâce à son prédécesseur et qu'il est fier de perpétuer. Alors c'est pour plein de raisons qu'on veut conserver cette méthode. Déjà, c'est pour la beauté de la chose. Le rendu va être différent aussi. Et puis, c'est quelque chose qui existe depuis plus d'un demi-millénaire. Ce serait bien dommage que ça disparaisse maintenant. Le châssis va passer dans la presse avec une encre très épaisse fabriquée à l'huile. Et c'est la pression des caractères sur les rouleaux enduits d'encre qui va permettre la fameuse impression. Alors, Madame de Sévigné, elle pouvait écrire les plus belles lettres qu'elle voulait. S'il n'y avait pas eu des typographes pour s'intéresser à ses écrits, eh bien aujourd'hui, on ne la connaîtrait pas et elle ne pourrait pas avoir l'aura qu'elle a aujourd'hui. C'est vrai qu'on est des hommes de l'ombre et des femmes de l'ombre aussi, mais on est essentiel à beaucoup de choses en fait. Johan apporte les menus tout juste imprimés au château de Grignan, où les salles d'apparat se préparent. Guillaume et Marlène dressent la table selon les codes et usages de la cour à l'époque de la marquise et de sa fille, la comtesse de Grignan. Bonjour Johan.
Bonjour Guillaume. Bienvenue au château. Merci beaucoup. C'est magnifique cet endroit. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Marlène. Bonjour Julie. Quelle belle table. Waouh. C'est très impressionnant d'être ici, dans la galerie des ancêtres. Ah bah oui, ça c'est la galerie. Automatiquement, on a le droit au portrait des ancêtres et de Louis XIV, qui est ici. Oh bah oui, notre roi Soleil, là, il est un peu dans l'ombre. Ah bah oui. Bonjour, bonjour. Bonjour France. J'accueille France, notre historienne culinaire et oléicultrice, qui arrive les bras chargés de ses gâteaux de foie de volaille. L'incontournable chocolatier de Donzère, Franck Morin, l'accompagne muni de ses spécialités. Bonjour. Bonjour Béatrice. Béatrice et son lapin, le célèbre. Merci, on va le poser. Oui, c'est chaud, c'est très bien. Marc, il est là avec son pain, pain miraculeux. Comme promis, j'amène le pain. Oh, vous êtes trop maison. mignon. Maison. Et je note quand même quelques particularités sur cette table. Ah oui, il y a quelques particularités. Alors, on s'est amusé à dresser la table avec Marlène en respectant un petit peu les codes du XVIIe siècle. Ah, c'est ça. Alors, il faut s'amuser à trouver des petites choses. Bah, déjà, les verres ne sont pas sur la table, c'est ça. La plus grosse différence, c'est que le verre n'est pas sur table, puisqu'on se fait servir directement par son laquais, par exemple. Quand on a soif, on va faire un signe, on va vous préparer du vin, on boit, et on rend le verre après pour qu'il soit rincé. Et donc, les couverts sont tous les deux à droite. Voilà, de même côté. Voilà, et toujours la pointe vers le bas. Vers le bas. Pour qu'on voit les armes, c'est ça? Exactement, sur la spatule. On a surtout des assiettes individuelles. Ah oui. La déontologie voulait qu'on ne se serve que du plat qui était devant vous. C'est-à-dire qu'on a les beaux plats au centre avec le Seigneur, puis plus on va vers les extrémités, plus on a des plats peut-être moins raffinés. On va faire exception aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment parce que vous êtes sympa. Hein. Nous débutons ce banquet à l'esprit Renaissance par les gâteaux de foie de volaille de France et je m'attaque à la version truffée. Une belle truffe du Périgord. Voilà, non, c'est une truffe. C'est une truffe. Je voulais voir si vous suiviez. Tiens, donne-moi ton assiette pour le coup. Ben moi, je suis très content de manger un gâteau de foie. Ça fait des années que j'en ai pas mangé. Ça se fait plus tellement, en fait. Hein. Moi, en tout cas. Et pourtant, la recette est simplissime. C'est-à-dire qu'avant, traditionnellement, quand on mangeait le poulet du dimanche, on gardait le foie et on faisait le gâteau de foie le lundi. Très bien, bravo, c'est ça. Rien ne se perdait et Non. tout était valorisé au maximum. Nous servons également la version au coulis de tomate. Un fruit très peu répandu en France à l'époque, mais probablement déjà connu des Provençaux. Bon, eh bien, Allez, bon appétit. Goûtons. À l'époque, on appréciait beaucoup les mousses, les pâtés, tout ce qui était déjà haché, notamment parce que le roi n'avait plus de dents. Et c'est vrai que du coup, il ne pouvait pas mastiquer. Et il s'en est suivi toute une mode des mousses, ce qui est assez drôle, je trouve. Parce que parfois, voilà, faut pas aller chercher très loin l'origine des tendances. En tout cas, je voudrais rendre hommage à Johan pour ses merveilleux menus. Merci Regardez, qu'il a imprimé à l'occasion de ce repas. J'ai pas de cuisine, mais j'ai un endroit où je fais chauffer quand même le plomb qui devient liquide. C'est ma cuisine à moi. Ça se mange pas tellement, mais ça nourrit quand même l'esprit en tout cas. Toutes les lettres que l'on peut retrouver aujourd'hui, en fait, hein, elles ont été sauvegardées grâce à la typographie. Parlons de ces lettres justement, parce qu'on en a dénombré plus de 1000. Mais finalement, cette marquise de Sévigné n'a jamais écrit autre chose que des lettres. Elle n'a pas écrit de livres, de romans, d'essais. Ah non, c'est pas une romancière. Hein. C'est une femme qui correspond. Et il n'y a pas du tout d'édition derrière. Le style de la correspondance vraiment va vraiment éclater au XVIIIe siècle. Oui, elle a ouvert la voie finalement. Quelque part, voilà. Après les entremets salés, aussi courus à Versailles qu'au château de Grignan, le lapin de Garenne mijoté dans la cheminée de Béatrice fait office de plat de résistance. Tu as fait le mélange, t'as Eh ben, merci beaucoup. Oui, et puis du laurier, mais plus de thym quand même. D'accord. Ils sont bons, hein. Ça sent excellemment bon. Et là, l'odeur, ça me fait penser à une lettre de Sévigné, justement, où elle parle des perdreaux qui avaient cette odeur de marjolaine et de thym et de toutes ces aromates qui font nos sachets. Et le lapin de Béatrice est d'une tendreté. Très bien. Eh bien, un conseil, surtout, ne changez jamais votre recette. Ah oui. Absolument. C'est vrai. Absolument. Et je me permets de dire, parce qu'on disait que rien ne se perdait, les gens récupéraient les peaux des lapins et on pouvait les faire cuire pour créer la colle de peau de lapin qui rentre dans la composition de l'encre d'imprimerie. Dans mes encres, dans l'encre du menu, là, on a de la colle de peau de lapin aussi. Tout en bavardant sur la vie quotidienne du XVIIe siècle, nous passons au fameux troisième service, avec le dessert de Marlène.
Et cerise sur la tourte, Guillaume s'est procuré l'une des précieuses lettres originales de la marquise de Sévigné. Un témoignage plus qu'émouvant. On voit bien la calligraphie qui date de 1690. Ça se C'est pas lit. facile à déchiffrer, C'est hein. une feuille qui est pliée. D'accord. Vous avez encore les morceaux de la cire, cachet, le cachet d'accord. de cire à Monsieur Duplessis, gouverneur de Monsieur le Comte, etc., etc. On voit quand même dans cette graphie quand même. Alors il y a tout le lié, le délié qui est assez splendide. Et donc on peut imaginer effectivement cette main qui peut être nerveuse, ouais. qui court, qui danse comme ça sur ce papier. C'est vrai que c'est une écriture très régulière. Très Il régulière. faut très savoir belle. qu'avec la plume, c'était pas évident. Faut hein. s'essayer, hein. Et une écriture très dynamique. On sent une femme volontaire, une femme d'avenir. Enfin, elle a beaucoup d'allant. Mais merci. C'est un joli cadeau, merci. Pour clôturer ce repas tout en hommage à la marquise, Franck nous sert ses bonbons chocolatés, dont elle se serait sûrement entichée et qu'elle aurait décrit avec force détail dans l'une de ses truculentes lettres. Le chocolat, comme on le connaît, dur, c'est venu presque 200 ans après l'introduction du chocolat en Europe. Hein. Au départ, c'était vraiment que sur boisson. Ils buvaient que du chocolat chaud, chocolat liquide, donc. Chacun avait un peu à la fois ses outils, peuvent donner des goûts différents, et aussi différentes quantités d'épices, beaucoup de miel aussi, parce que quand même le chocolat à l'origine, il y avait quand même beaucoup d'amertume. C'est original. Ouais, c'est excellent. C'est fabuleux. Je n'ai pas d'autres recettes de dessert où on met des jaunes d'œufs. C'est surprenant. Cuit. Oui. C'est très surprenant. Et moi, je me régale avec les chocolats de Franck. Et Avec les finalement, pralinés. Mais son praliné est excellent. hein. Ouais. On va clôturer cette délicieuse émission épistolaire et gourmande qui nous a permis de découvrir la marquise de Sévigné sous un angle un peu différent, j'espère en tout cas, puis une autre Drôme provençale aussi. Et n'oubliez pas, parmi tous les aphorismes de la marquise de Sévigné, je retiendrai celui-là. Il faut être en Espagne pour ne pas avoir envie d'y bâtir des châteaux. Bref, ne croyons pas au mirage, contentons-nous de notre belle réalité, de notre belle France. Et puis, faites les recettes, vous verrez, le bonheur existe.